On ne viendra pas à ta pendaison de crémaillère, ta sœur vient aussi de déménager, m'a envoyé maman comme texto. J'ai répondu, ce n'est pas grave. Il ne savait pas que ma maison était une villa de 6 millions de dollars présentée sur HGTV. Quand l'épisode a été diffusé, il n'arrêtait pas d'appeler. Ma mère m'a envoyé un texto la veille de ma pendaison de crémaillère. On ne viendra pas. Ta sœur vient d'emménager aussi. Pas un appel, pas d'excuses, juste des pixels sur un écran lumineux, fendant l'obscurité. Alors, j'ai souri, j'ai soufflé les bougies que j'avais allumées pour eux, et j'ai fermé la porte à clé sur un dîner qui continuerait sans eux. Une semaine plus tard, tandis que les caméras parcouraient ma nouvelle villa pour HGTV, ce même téléphone n'arrêtait pas de vibrer, les appels manqués s'accumulant comme une marée montante. Et croyez-moi, cette émission n'était que la première vague. Avant de vous raconter la suite, dites-moi, avez-vous déjà été discrètement effacé par votre propre famille? Quand j'avais 8 ans, le matin de Noël commençait toujours par le bruit des talons de ma mère sur le carrelage, et par l'odeur des brioches à la cannelle. Chloé, ma petite sœur, était déjà assise près du sapin, des rubans emmêlés dans ses cheveux, souriant comme si le soleil lui-même l'avait choisi en premier. « Ouvre, ma chérie », disait maman, en tendant à Chloé une grosse boîte emballée dans du papier doré. J'attendais la mienne, plus petite, mise de côté. À l'intérieur, chaque année, quelque chose de pratique. Des chaussettes, un carnet. Tu aimes noter les choses, me rappelait-elle, comme si c'était un cadeau d'être prévisible. Quand j'avais 10 ans, Chloé a dansé sur scène au festival de printemps. Robe blanche, ruban rose. La foule applaudissait comme si elle avait inventé la joie. Papa l'a soulevée dans les airs et a dit, « C'est ma fille ». Une semaine plus tard, je suis rentré à la maison avec un ruban bleu du concours de sciences du district, pour une voiture solaire que j'avais construite avec des débris de bois et du papier d'aluminium. Je me souviens le lui avoir tendu, attendant la même lueur dans ses yeux. « C'est bien », a-t-il dit. « Ne reste juste pas debout si tard la prochaine fois. » Puis il s'est retourné vers la télévision. À 12 ans, j'avais appris que le silence était plus sûr. Quand Chloé a rejoint l'équipe de cheerleading, il y a eu des ballons, des dîners, de nouvelles chaussures pour sa saison. Quand j'ai réussi l'examen d'entrée pour le programme d'ingénierie de l'État, maman a juste dit, n'oublie pas d'aider Chloé avec son projet d'anglais plus tard. Ce n'était jamais de la cruauté, juste une absence, un oubli constant qui s'accumulait comme la poussière sur une étagère. J'ai trouvé ma place dans le vieux hangar derrière notre maison, où l'odeur du cèdre et de la rouille emplissait l'air. Je m'asseyais par terre, ponçant de vieilles planches jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. Un après-midi d'été, j'ai construit une petite table. Pieds inégaux, bords rugueux, mais elle tenait debout. J'ai passé ma main sur le bois et j'ai pensé, ceci est à moi. C'était la première chose dans ma vie dont personne ne pouvait s'attribuer le mérite. Cette table m'a suivi dans tous mes déménagements par la suite. Quand je suis parti pour l'université avec une bourse, j'ai laissé derrière moi les photos de famille sur le mur, mais j'ai pris cette table. Je l'ai restaurée, j'ai porté son poids sur 3 volets d'escalier jusqu'à mon dortoir. Elle est devenue mon bureau, puis ma table à dessin, puis le premier prototype de chaque projet que j'allais créer. Maman aimait dire que Chloé était le cœur de la famille. Peut-être l'était-elle, mais j'étais la structure, les poutres que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elles se fissurent. C'est cette année-là que j'ai arrêté de demander de la reconnaissance, et que j'ai commencé à la construire à la place. Le message est arrivé un jeudi après-midi, alors que je finalisais les bons de livraison pour la villa. La mer, au dehors, était agitée. Le ciel était partagé entre l'argenté et le bleu. Mon téléphone a vibré une fois, juste une petite vibration contre le comptoir en pierre. On ne viendra pas pour ta pendaison de crémaillère. Ta sœur vient d'emménager aussi. Pas de salutation, pas de point d'interrogation, juste ça. Pendant une longue seconde, j'ai fixé le texto. Le reflet des mots scintillait sur la vitre. Mon pouce a flotté au-dessus du clavier, puis s'est posé sur 2 mots. Pas de problème. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai posé le téléphone face contre table. La cuisine était silencieuse, à l'exception du bruit de l'océan. Je pouvais sentir l'huile de cèdre et les restes de peinture, vestiges de tout ce que j'avais construit seul. De l'autre côté de la pièce, la longue table à manger que j'avais conçue pour la soirée captait la lumière tardive, sa surface polie s'étirant vers la mer. 15 chaises, à égale distance les unes des autres. Pas de siège en bout de table. Quelque part au fond de moi, quelque chose a changé.
Pas le genre de douleur qui demande de la pitié, mais le genre qui décide qu'elle a fini d'attendre. Je me suis approché de la fenêtre, mes doigts traçant le verre froid. Mon reflet se superposait à l'horizon, petit mais stable. Je n'étais pas en colère. J'étais éveillé. J'ai éteint complètement mon téléphone, je l'ai glissé dans un tiroir à côté d'un dossier intitulé « Liste des invités ». Puis j'ai ouvert mon carnet, celui avec la couverture en cuir que je transportais depuis l'université, et j'ai tracé une ligne au centre d'une page blanche. D'un côté, j'ai écrit ceux qui avaient toujours une place. De l'autre, ceux qui n'en avaient jamais eu. La liste s'est remplie plus vite que prévu. Des cousins oubliés pendant les fêtes. Des amis qui avaient mangé seuls lors d'événements familiaux. Ma grand-mère, à qui on disait qu'elle parlait trop au dîner. J'ai souligné chaque nom lentement, le stylo creusant des sillons dans le papier. Quand j'ai eu fini, j'ai de nouveau regardé vers l'océan. L'horizon brillait d'un or pâle, une fine ligne entre le jour et la nuit. J'ai fermé le carnet. Cette fois, je n'attendais pas d'être invité. Je mettais la table moi-même. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans le grand salon, les fenêtres ouvertes, le vent du Pacifique s'engouffrant à travers les poutres de cèdre. Chaque son, les vagues, les charnières, le craquement du bois, semblait être une instruction. Si ma famille pouvait m'effacer avec un texto, je réécrirais l'espace lui-même. Non pas pour prouver que je comptais, mais pour construire ce qu'ils n'avaient jamais fait, l'inclusion. J'ai commencé par le plan. À 2 heures du matin, j'ai déroulé du papier calque sur la table à manger et j'ai dessiné le plan d'une seule soirée. Lignes, angles, sources de lumière, cartographié comme un projet d'architecture. En haut, j'ai écrit au crayon « Tout le monde a une place ». À l'aube, la page était couverte de notes, noms d'invités, mesures, éclairage, température, placement de la table. J'ai marqué l'emplacement de chaque chaise, en veillant à ce que personne ne tourne le dos à l'océan. Champ de vision égaux, lumière égale. J'ai dessiné le déroulement de la soirée comme un plan d'étage pour l'appartenance. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et envoyé des messages. Court, direct. Dîner ce samedi, chez moi, près de la côte. Venez affamés. Puis j'ai commencé à appeler les gens de la liste. Rachel, mon amie d'université qui n'avait jamais personne qui l'attendait à l'aéroport. Ellie, mon cousin, qui avait été exclu de la dernière réunion de famille. Tante Marianne, qui avait l'habitude de manger dans la cuisine pendant les fêtes parce qu'elle parlait trop fort. Leur voix portait l'incrédulité, d'abord, puis la chaleur. « C'est toi qui organises » demandait-il. « Il est temps » disais-je. À midi, je posais déjà les fondations. La villa était de nouveau animée par le mouvement, le bourdonnement des livraisons, l'odeur du sel et de la cire pour bois. Je me déplaçais méthodiquement, presse-papier à la main, cochant des cases comme si c'était un chantier de construction. Linge de table, 15 couverts, crème et gris. Bougies sans parfum, assiettes identiques. Aucune hiérarchie dans les motifs ou les tailles. À la quincaillerie du village, j'ai acheté de la ficelle pour suspendre des ampoules, des pinces de qualité marine et un rouleau de toile imperméable. Quand le vendeur m'a demandé si j'organisais une fête, j'ai répondu doucement, quelque chose comme ça. Il a souri, ne sachant pas qu'il me tendait le matériel pour une petite révolution. De retour à la villa, je passais d'une tâche à l'autre avec précision, je vérifiais la liste des paiements pour le traiteur, je signais les factures pour les fleurs, je mesurais l'emplacement de chaque bougie sur la ligne centrale de la table. Même lorsque la tension me serrait les côtes, mes mains restaient stables. Chaque fois que la colère montait, je revenais à ma vieille habitude, toucher le bord de la table, sentir le grain du bois jusqu'à ce qu'il m'ancre. Margaret, la chef locale, est arrivée ce soir-là. Une femme dans la cinquantaine, avec des mains sûres et une voix calme. Alors qu'elle déballait ses ingrédients, elle a demandé « Quel genre de dîner est-ce » J'ai fait une pause, regardant la mer virer au gris derrière elle. C'est une table pour les gens qui ont cessé d'être invités. Elle a souri faiblement, comme si elle comprenait quelque chose de plus profond que ce que j'avais dit à voix haute. Les 2 jours suivants se sont déroulés comme une chorégraphie. Des lumières suspendues assez bas pour créer une ambiance chaleureuse. Des fleurs sauvages cueillies sur les falaises. Un léger mélange d'eucalyptus et de lavande flottait dans le couloir. J'ai laissé des cartes manuscrites à chaque place, avec une simple inscription, « Ta place est ici ». Vendredi soir, alors que je vérifiais les panneaux de verre pour les fuites de vent,
l'équipe de HGTV est arrivée plus tôt que prévu. Ils avaient filmé la villa des mois auparavant, et le producteur m'avait envoyé un texto pour dire qu'il voulait un dernier plan d'ensemble de l'espace terminé. J'ai dit oui sans réfléchir. Cela semblait juste. La maison était née dans le silence. Elle devait être vue de cette façon aussi. Ils ont filmé tranquillement, les caméras flottant dans la lumière dorée. Pas de dialogue, juste le son de l'océan et le cliquetis de la vaisselle qu'on plaçait. J'ai continué à travailler pendant qu'ils filmaient, resserrant des fixations, ajustant des chaises, époussetant le comptoir en pierre. Un des caméramens a murmuré, « On dirait que c'est vous qui l'avez construite. » Je n'ai pas répondu. Il n'avait pas tort. À minuit, tout était prêt. Le grand salon brillait d'une douce lumière ambrée. La table en chêne s'étendait parallèlement à la mer, le lin lisse, les couverts étincelants, les bougies éteintes. Je me tenais à une extrémité, l'air froid sur ma peau. Pendant un instant, je l'ai vu comme il la verrait, un espace rendu égal. Pas de siège d'honneur, pas de petites conversations qui piquent, pas de comparaison, juste des chaises qui attendent. J'ai fait le tour de la table, mes doigts effleurant chaque chaise. 15 contacts, petits, délibérés. C'était le même rythme que j'utilisais pour inspecter la solidité des poutres. Taper, presser, passer à autre chose. Le son de ma propre respiration résonnait contre le verre. Quand j'ai atteint la dernière chaise, je me suis arrêté. Dehors, les vagues frappaient les falaises plus fort, comme si elles répétaient la bande-son de ce qui allait arriver. J'ai vérifié ma liste une dernière fois. Invités confirmés, livraison réglée, paiements enregistrés, chaque détail équilibré, chaque tâche accomplie. Le soir suivant, les premiers phares ont serpenté sur la colline. À travers la vitre, j'ai vu des silhouettes sortir des voitures. Les enfants de Rachel courant vers la porte. Tante Marianne serrant une tarte enveloppée dans un torchon. Leur rire couvrait le bruit de la mer. À l'intérieur, j'ai allumé les bougies une par une. Les flammes vacillaient doucement, se reflétant sur le mur de verre jusqu'à ce qu'il semble que tout l'horizon soit vivant de lumière. La table attendait, large et uniforme. L'odeur de thym et de saumon rôti emplissait l'air. Quand le dernier invité est arrivé, j'ai fermé la porte derrière eux. Le murmure des conversations s'est élevé, doux, hésitant, puis assuré. J'ai pris ma place au milieu de la table, pas au bout. Pas de toast, pas de discours, juste le rythme lent des fourchettes contre les assiettes, et la chaleur des voix qui, autrefois, n'avaient nulle part où aller. Depuis la terrasse, la mer était noire et infinie. À l'intérieur, la villa pulsait d'une vie tranquille. Pour la première fois, elle semblait complète. Non pas parce que ma famille manquait, mais parce que chaque chaise était enfin occupée. L'épisode de HGTV a été diffusé la semaine suivante. Je n'avais pas prévu de le regarder. Mais ce soir-là, la villa était de nouveau pleine. Rachel, Ellie, tante Marianne, et même grand-mère. Quelqu'un a projeté l'émission sur un drap blanc le long de la terrasse, avec la mer chuchotant en contrebas. Le plan d'ouverture survolait la falaise, la caméra s'élevant vers la maison. Ma maison. La lumière se déversant à travers le verre comme de l'eau dorée. La voix du narrateur parlait par-dessus les vagues, quand la designer Beverly Hart a construit sa villa en bord de mer, elle voulait créer un espace où tout le monde aurait une place à la même table. J'ai entendu ma propre voix, enregistrée des mois plus tôt. Calme, détachée. L'équité n'est pas décorative. Elle est structurelle. Pendant un instant, personne n'a parlé. Le seul son était le vent qui frôlait la balustrade. Puis Rachel a expiré, un son entre la fierté et l'incrédulité. « Tu as dit ça ?» a-t-elle murmuré. « Tu as vraiment dit ça ?» J'ai souri faiblement, les yeux toujours fixés sur l'écran. Oui. L'épisode alternait entre des plans de drone et des gros plans. Mes mains alignant l'argenterie, la lumière du soleil traversant les poutres de cèdre, Margaret remuant une chaudrée. Puis la table. La longue surface en chêne s'étirant vers l'horizon, les bougies vacillant comme de petits battements de cœur réguliers. Quand le générique de fin est apparu, des applaudissements ont rempli la terrasse. Je me suis penché en arrière, respirant l'air salin, pensant que c'était enfin terminé. C'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à vibrer, une fois, puis une autre, puis sans arrêt. L'écran s'est allumé encore et encore. Maman, papa, Chloé. J'ai laissé sonner. Rachel l'a remarqué. Tu ne vas pas répondre, a-t-elle demandé. Non,
ai-je dit doucement. Pas encore. Le lendemain matin, il y avait plus de 30 appels manqués, suivis de textos. Nous avons vu l'émission. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Tout le monde en parle. Puis, tu nous as mis dans l'embarras. Et enfin, rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert mon carnet à la place, j'ai coché la dernière case de la liste. Dîner terminé. La table était vide maintenant, mais les bougies sentaient encore faiblement le sel et les agrumes. À midi, grand-mère a appelé. Ils essaieront de réécrire l'histoire, a-t-elle averti doucement. Ils diront qu'ils ont été mal compris. Je sais. Alors ne discute pas, a-t-elle dit. Laisse simplement la vérité exister au grand jour. Elle est plus forte ainsi. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Maman. J'ai répondu cette fois, je l'ai mis sur haut-parleur, le son remplissant la même cuisine qu'ils avaient ignorée pendant des années. Grand-mère était assise à côté de moi, une tasse de thé à la main. Beverly, commença maman, son ton faussement doux. Nous avons regardé ton épisode. Je pense qu'il y a eu un énorme malentendu sur ce que j'ai demandé. Ils ont fait croire que nous t'avions exclu. Ce n'est pas vrai. C'est juste que ta sœur déménageait ce week-end-là. Tu sais à quel point on est occupé. J'ai regardé la mer à travers le mur de verre, sa surface scintillant de lumière. Tu m'as exclu avec tes propres mots, maman. J'ai encore le texto. Silence. Puis le changement familier, l'intonation défensive, la rationalité étudiée. Tu réagis de manière excessive, encore une fois. Nous t'avons toujours soutenu. Nous ne pensions simplement pas que tu voudrais faire tout un spectacle pour une pendaison de crémaillère. Tu as toujours été si discrète. La voix de grand-mère est intervenue, stable, mesurée. Judy, arrête. Je te vois faire ça depuis qu'elle est enfant. Toujours détourner la lumière d'elle. Mère, ce n'est pas le moment. C'est le seul moment, a dit grand-mère. Chaque Noël, chaque anniversaire, tu as construit toute la maison autour du confort de Chloé. Tu te disais que c'était de l'équité. Ce n'en était pas. C'était du favoritisme. Le souffle de maman s'est coupé. Ce n'est pas vrai. Si, a dit grand-mère tranquillement. Et maintenant, toute la ville l'a vu pour ce que c'est. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais entendre mon père en arrière-plan, marmonnant quelque chose sur le drame et le besoin d'attention. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le poids du silence était enfin le leur apporté. Quand l'appel s'est terminé, grand-mère m'a regardé par-dessus sa tasse de thé. Tu n'avais pas besoin de gagner, a-t-elle dit. Tu avais juste besoin d'arrêter de le porter. Dehors, les mouettes tournoyaient au-dessus des falaises, leurs cris stridents se détachant sur le bruit régulier des vagues. La villa se tenait en pleine lumière, ses murs de verre reflétant l'horizon. Pour la première fois, la justice ne ressemblait pas à un triomphe. Elle ressemblait à un équilibre. 2 jours plus tard, la maison était de nouveau calme. Les chaises étaient encore rapprochées du dîner, le lin légèrement froissé, l'air portant encore l'odeur de sel et de citron. Je marchais pieds nus dans le grand salon, chaque pas résonnant contre le verre. La mer, au dehors, s'était calmée, grise, stable, indifférente à tout ce qui s'était passé. Mon téléphone reposait sur le comptoir, face contre table. Je ne l'avais pas rallumé depuis cet appel. Au lieu de cela, j'ai ouvert les portes de la terrasse et j'ai laissé le vent traverser la maison, emportant la lourdeur qui y avait vécu trop longtemps. Pendant des années, j'avais construit des espaces pour que d'autres puissent s'y sentir à leur place. Maintenant, je comprenais que j'avais construit tout ce temps en direction de ce silence. Ce soir-là, j'ai invité seulement 3 personnes à revenir, mes parents et Chloé. Pas de caméra, pas d'invités, pas de table pour 15, juste une petite près de la cheminée, la vieille table en cèdre de mon hangar d'enfance. Sa surface portait encore de légères cicatrices de l'époque où je l'avais poncée pour la première fois, quand j'étais une fille. J'ai mis 4 assiettes, j'ai versé du vin, et j'ai attendu. Quand ils sont arrivés, ils semblaient plus petits, en quelque sorte, le bruit de l'océan pesant derrière eux. Ma mère a passé ses doigts sur le bord d'une chaise. C'est magnifique, a-t-elle murmuré. Différent de ce que j'imaginais. C'est chez moi, ai-je dit simplement. Le dîner fut silencieux. Le feu crépitait. Mon père a complimenté la nourriture. Chloé fixait la table,
sa voix enfin douce. Je ne savais pas, a-t-elle dit, que ça faisait si mal. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas comment le dire. Personne ne s'est excusé. Personne n'en a eu besoin. Le silence entre nous n'était plus la guerre. C'était de l'espace. Ma mère a expiré, lentement, sans se protéger. Tu as bien fait, Bev. Vraiment bien. Ce n'était pas la rédemption. C'était la reconnaissance. Et c'était suffisant. Après leur départ, je suis resté près du feu jusqu'à ce que les braises s'éteignent. Les vagues au dehors gardaient leur rythme, le même que j'avais entendu toute ma vie. Seulement, maintenant, cela ne sonnait plus comme de la distance. Cela sonnait comme un retour. Je suis sorti sur la terrasse, l'air de la nuit frais sur ma peau. En bas, la mer respirait à un rythme lent, infini et sûr. J'ai posé ma main sur la vieille table en cèdre, traçant son bord usé. Pendant des années, j'ai attendu qu'une chaise se libère pour moi. Maintenant, j'ai construit la table entière moi-même. Si vous vous êtes déjà senti invisible au sein de votre propre famille, cette histoire était pour vous. Le silence de Beverly n'était pas une faiblesse. C'était une conception, une structure, un contrôle. Parfois, s'éloigner n'est pas perdre. C'est reconstruire selon ses propres termes. Si ce moment où elle a fermé la porte, et choisi la paix plutôt que la permission, vous a marqué, dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà eu à poser une limite si nette qu'elle a tout changé? Je lis chaque histoire que vous partagez, c'est ainsi que cette communauté reste authentique. Et si vous voulez plus d'histoires où la justice parle en silence, abonnez-vous. Il y a toujours une autre vengeance tranquille qui attend d'être racontée.